Bonjour à tous et bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission de politique sur Internet. Ce matin, nous recevons Emmanuel Cos. Bonjour. Bonjour, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et tête de liste en Ile-de-France. Avec moi pour présenter cette émission, Michel Urvoa, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour. Bonjour. Et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20minutes.fr. Bonjour. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez une trentaine de minutes pour réagir, pour commenter et pour poser votre question à Emmanuel Cos. Je me ferai un plaisir de la lui retransmettre. Donc ce week-end avait lieu le grand référendum voulu par Jean-Christophe Cambadélis. Donc il y a eu plus de 200 000 votants, 90% se sont prononcés pour une union de la gauche et des écologistes au régional. On a également appris que Jean-Vincent Placé rejoignait les listes de Claude Barthelone. Donc on connaît votre position sur les régionales, c'est déjà tranché. Mais au-delà de ça, il va y avoir le vote du budget, ensuite la présidentielle. Quelle est finalement la position officielle du parti? Est-ce que vous vous inscrivez dans la majorité? Mais déjà, je pense que vous ne pouvez pas mélanger tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on est dans une phase politique qui est la préparation des élections régionales. Et les écologistes ont fait le choix d'avoir des listes dans toutes les régions, au premier tour, comme on l'a fait en 2010, pour porter le projet écologiste. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être ou pas dans la majorité. C'est simplement de faire le jeu de la démocratie. Des élections qui se jouent à deux tours, où on cherche à aller chercher beaucoup les Français sur leur sensibilité avant de travailler à une dynamique de gauche pour les régionales. Et c'est ça l'essentiel. Il y a d'autres échéances qui arrivent. Le vote du budget, par exemple, vous êtes avec la majorité? Le vote du budget, aujourd'hui, nous sommes en pleine discussion. Encore hier soir, nos députés siégeaient pour améliorer une partie du budget sur l'aide publique au développement. J'en parle parce que c'est très en lien avec la négociation sur le climat et c'était un débat budgétaire extrêmement important. Et pour tout vous dire, nous discuterons du vote du budget à la fin de l'ensemble de la discussion budgétaire. Les écologistes, depuis 2012, ils ont été assez simples dans leur position. Ils ont construit un accord avec le Parti socialiste que nous avons respecté. Je tiens bien à le redire, un accord que nous avons respecté, un accord programmatique, un accord de législature qui actait des tas de réformes sur lesquelles la gauche et les écologistes s'engageaient. Et nous l'avons suivi. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis 2012, ce n'est pas nous qui avons décidé à un moment de changer la donne en matière économique, de revenir sur des réformes où on s'engageait, de ne pas tenir certains engagements, comme par exemple le droit de vote des étrangers, qui était pourtant brandi par le président Hollande, puis par un grand nombre de ses ministres au début de la mandature, et des tas d'autres sujets. Donc il y a un moment, c'est quand même fou que dans ce pays, on fasse aujourd'hui le procès de je ne sais quelconque déloyauté aux écologistes, alors que nous avons toujours été présents. Et oui, à un moment, on a fait part de nos désaccords. Mais on a aussi été présents encore la semaine dernière sur d'autres textes de loi sur lesquels nous avons apporté notre soutien. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, surtout, la question qu'on devrait poser, c'est quelle est la majorité que veut réunir le gouvernement actuellement? Quels sont les objectifs de la fin de mandat de François Hollande d'ici la présidentielle? Et qu'est-ce que l'on veut construire dans ce Parlement pour les dernières réformes de cette mandature? Est-ce qu'après tant de désaccords sur le fond, sur la politique gouvernementale, il est imaginable que les écologistes fassent cause commune avec les socialistes au second tour des régionales? Mais vous savez, vous me posez une question, je veux bien faire semblant d'y répondre, mais je crois que je n'ai jamais fait poindre le moindre doute sur le sujet. C'est quand même extraordinaire. On me demande à moi aujourd'hui si je ferai avec les socialistes au deuxième tour, alors que j'ai toujours dit, que ce soit au municipal, au départemental ou au régional, qu'il y aurait un travail de dynamique sur le projet au second tour et qu'il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Et je ne suis pas la seule à l'avoir dit. L'ensemble de mes candidats au régional l'ont dit, y compris en Pas-de-Calais et Picardie. C'est quand même extraordinaire que maintenant on explique qu'on a fait ce référendum parce qu'on avait un doute sur la loyauté ou pas des écologistes au second tour. Mais il faut arrêter de nous raconter des histoires. Nous avons toujours dit que nous étions partants pour cela. Et je vais vous rappeler quand même 2-3 choses. En 2010, au régional de 2010, c'est en Bretagne, M. Le Drian qui refuse de faire au second tour avec les écologistes au deuxième tour. À Grenoble, au municipal, c'est le candidat socialiste arrivé en deuxième position qui refuse de faire l'union avec Éric Piolle. C'est dans des villes d'Île-de-France comme à Créteil, au municipal, le maire de Créteil, M. Catala, qui refuse, parce qu'il n'en a pas besoin, comme il dit, de faire alliance avec les écologistes au second tour. Donc moi, je voudrais qu'on arrête de nous raconter des histoires. On a toujours été présent pour créer des dynamiques de second tour. On a toujours été présent, y compris dans les dernières élections partielles, pour aider une dynamique de gauche.
Donc à un moment, la question est plutôt de savoir quel est le projet. Et moi, je vais vous dire, au soir des régionales, je discuterai avec Jean-Christophe Cambadélis comme je discuterai avec Pierre Laurent et nous discuterons de quels sont les projets en commun qu'on peut défendre sur ces régionales. Et justement, est-ce que vous aurez des conditions non négociables? Mais je ne vais pas faire la campagne alors qu'elle est en cours. Dans chaque région, des projets, des propositions sont amenées aujourd'hui. Nous avons par ailleurs un programme national qui sera présenté dans quelques semaines. Et nous présenterons dans les discussions politiques l'ensemble de ces discussions pour arriver à la fin à un contrat de projet. C'est comme ça qu'on fait de la politique et pas autrement. Et c'est d'ailleurs comme ça que souvent dans les régions, on a bien fait les choses. Je le dis parce qu'aujourd'hui, moi je suis candidate en Ile-de-France. En 2010, on avait une mesure qui était de faire un pass Navigo, donc la carte de transport, à un tarif unique. Tout le monde nous a traités d'imbéciles. Ça a été inscrit dans un contrat de projet de second tour. Nous l'avons mis en œuvre au bout de 5 ans. Et aujourd'hui, tout le monde, y compris la droite qui était opposée, revendique cette mesure. Donc je le dis parce que c'est comme ça qu'on fait de la politique. C'est du projet, de la proposition pour les Français. Et ce n'est pas sur des postures. Alors vous avez une stratégie qui est assez claire, mais est-ce que vous craignez des départs au sein de LV en cas de mauvais résultats au premier tour des régionales ? Écoutez, mon parti a connu des départs il y a maintenant 1 mois et demi, et d'ailleurs de manière un peu étonnante et pas toujours très compréhensible, et à l'intérieur de LV et à l'extérieur. Après, je vais vous dire, je pense que surtout au lendemain des régionales, les écologistes comme les autres partis devront faire bilan de ces élections, en fonction d'une part du niveau de la gauche dans ces régions, du niveau du Front National. Il faut dire les choses franchement. Est-ce que la gauche va perdre l'ensemble des régions? Est-ce qu'elle va en conserver un certain nombre? Est-ce que le Front National va en gagner? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse à cela. Ce qui est certain, c'est que le soir de la fin des élections, il faudra qu'on ouvre un débat là-dessus et regarder avec lucidité ces résultats. Et de ce débat dépendra la présence ou pas d'un candidat au présidentiel? Je ne sais pas si de ce débat cela dépendra, mais ce qui est certain, c'est qu'on ouvrira le débat de la présidentielle à l'issue après ces élections. Et moi, je n'ai jamais voulu l'ouvrir avant. Je pense qu'il est complètement indécent de lancer le débat sur la présidentielle alors que ce n'est vraiment pas la préoccupation et la priorité des Français aujourd'hui. Et je pense que mon parti, qui aura un rendez-vous en janvier, comme tous les trimestres, commencera à discuter de la présidentielle à ce moment-là. Comment va Europe Écologie, justement? Vous avez, dans une lettre au Conseil fédéral, vous avez fait part de la violence interne. Les comptes du parti ne sont pas bons. Les départs aggravent la situation. Vous vous sentez en forme pour... durer au lendemain des régionales? Tout d'abord, je me sens tout à fait en forme. Et vous, pour rester à la tête du parti? Et notre parti est tout à fait en forme pour notamment déjà répondre à 2 échéances qui sont les élections régionales et la conférence sur le climat, qui est pour nous un moment très important. Nous sommes des militants du climat, nous travaillons énormément dans les réseaux pour arriver à des négociations internationales de qualité. Et donc ce qui va se passer en décembre à Paris, c'est pour nous aussi un enjeu politique très fort. Mais au-delà de ça, notre parti a été secoué par des départs très orchestrés, médiatiquement orchestrés, et je vous le dis, pas toujours compris politiquement, parce que la réalité, c'est que j'ai plus l'impression que c'est des ambitions personnelles que des choix politiques qui ont amené ces départs. Et après, il a fallu y faire face, mais nous y faisons face. Oui, mais le fait est là. Je ne discute pas du fond, le fait est là, il y a beaucoup d'élus qui sont partis. Il n'y a pas beaucoup d'élus, on va arrêter cette phase, il y a 30 personnes, il y a 30 personnes qui cotisent fortement au parti, qui ont des arriérés de cotisation. Il y a 8 parlementaires, dont certains qui ne payaient plus leurs cotisations depuis un moment, qui sont partis. Oui, et moi je peux vous dire, les désaccords politiques c'est une chose, la déloyauté c'est autre chose. Et moi ça je n'apprécie pas cette déloyauté-là. Mais au-delà de ça, oui, de fait ils partent, donc ils cotisent moins au parti. Et de fait on regarde de manière très attentive parce que moi je suis une bonne gestionnaire, vous savez quoi, donc je regarde et j'anticipe. C'est ça aussi être écolo, c'est toujours anticiper. Donc j'anticipe aussi les comptes de 2016 pour éviter des difficultés. Mais le parti va bien et s'il n'allait pas bien, je vais vous dire, il n'y aurait pas aujourd'hui 12 listes. Parce que je suis désolée de le dire, mais tout le monde ne le fait pas, 12 listes avec plus de 1200 candidats quand même qui sont présents. Et je tiens à le dire, nous n'avons eu aucun problème pour avoir des prêts bancaires pour nos campagnes. Ce qui n'est pas le cas, y compris de la droite, qui a des grosses difficultés avec ça. Donc il y a un moment, il faut arrêter avec cette fable, ou en tout cas ce souhait que certains ont peut-être de penser que les écologistes sont faibles. Ils ne le sont pas. Par contre, ils ne se trompent pas d'objectif.
Pour nous, les régionales, c'est un véritable enjeu politique. C'est une élection où se joue la vie quotidienne des Français et pas l'histoire de la présidentielle. Nous, on est des militants des transports en commun et au régional, c'est de ça dont on parle. On parle de l'agriculture, on parle de la qualité de la formation, on parle de la question de logement, on parle de la qualité de vie, de la pollution de l'air. Et pour nous, c'est le moment politique pour en plus porter des réformes très fortes. Je le dis parce que les régions demain, ça sera quand même les acteurs politiques de ce pays. On n'est pas des entités avec peu de pouvoir. Il y a une réforme territoriale, on arrive à 13 régions qui ont des compétences énormes et qui devront y compris discuter en direct avec le gouvernement sur des sujets comme le développement économique. Donc c'est pour ça que pendant que certains s'amusent à faire que la présidentielle ou à sauver leur partie des larmes, comme le fait Cambadélis avec son référendum, nous préférons nous occuper du quotidien des Français et de ces sujets-là. Alors justement, on va aller sur le fond de ce que vous proposez pour les régionales. L'une des compétences principales des régions, c'est les transports. Donc je vais vous proposer un petit pour-contre. Donc je vous explique le principe. On va vous soumettre des propositions et vraiment en quelques phrases, vous nous dites si vous êtes pour ou contre et pourquoi, assez rapidement. Donc le gouvernement a annoncé hier soir que les agents SNCF et les agents de la RATP pourront maintenant procéder à des fouilles, que ce soit des fouilles au corps ou des fouilles des bagages, pour lutter contre le terrorisme. Pour ou contre ? Je serais plutôt pour dans le sens où la législation était très absurde de ce côté-là et que les agents ne pouvaient pas intervenir tout le temps. Après, je ne crois pas que c'est cela qui règle les problèmes liés au terrorisme dans notre pays, mais j'imagine que ça rassure en particulier les voyageurs. Et dans le même sens, est-ce que renforcer la vidéosurveillance dans les transports, comme le souhaite Valérie Pécresse, vous y êtes favorable ou pas ? Non, je n'y suis pas favorable et nous avons toujours milité pour qu'il y ait surtout des agents de l'humain dans les transports, et y compris en Ile-de-France, qu'il y ait sur toutes les lignes le soir un agent, voire 2 agents par train. C'est aujourd'hui les seules expériences qui ont montré qu'il y avait une réduction réelle des infractions. Parce que la vidéosurveillance, ça vous permet peut-être de voir ce qui se passe, ça n'empêche en rien ni les agressions, ni les bagarres. Et on connaît par exemple sur le réseau francilien des lignes qui connaissent beaucoup plus de difficultés de perturbation, y compris avec des voyageurs qui ont des stratégies, par exemple, de se regrouper tous dans les mêmes voitures pour éviter d'être isolés. Et moi, je préférais aujourd'hui qu'on mette le paquet sur des postes sur ces lignes, et notamment sur les lignes qui sont à partir de 21h. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'Anne Hidalgo de construire une ligne, alors on ne sait pas trop si c'est un tramway ou un superbus en site propre, sur la rive droite à Paris? Vous ne le savez peut-être pas, mais c'était la proposition du candidat écologiste Christophe Nadjowski au municipal et qui a été reprise dans le cadre d'une négociation de second tour avec C'est la même proposition? C'est notre proposition. C'est notre proposition qui a intégré le programme d'Anne Hidalgo. Et moi, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, elle reprenne notre proposition dans son projet pour l'aménagement des berges de Seine. Une question d'un internaute, Thomas22, qui vous demande si vous êtes pour ou contre le fonctionnement du métro 24 heures sur 24 le week-end. Alors, je serais en principe plutôt pour, mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons proposé une extension déjà fortement des horaires de nuit, notamment parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la nuit est utilisée ces heures de stop pour faire beaucoup de maintenance sur le réseau. Mais je pense que ça doit être fait en discussion vraiment avec les conducteurs, parce que ça induit un travail très différent, y compris en termes de repos, de besoins sur les lignes d'agents, parce que, y compris qui dit un métro qui fonctionne la nuit veut dire aussi des personnes en station. Et aujourd'hui, la nuit, vous n'avez pas du tout d'agents en station. Donc moi, j'y suis très favorable, mais je crois qu'il faut évidemment lancer les choses de manière progressive, et c'est pour ça que nous, pour l'instant, nous souhaitons plutôt étendre la durée sur la nuit, d'avoir des horaires un peu plus tard. Le week-end ou week-end et semaine ? Le week-end, mais aussi la semaine. Et objectivement, il faut aussi s'interroger, parce qu'on peut dire, et c'est le candidat socialiste en Ile-de-France qui propose 24 heures sur 24, mais il faut surtout regarder l'incidence que ça veut dire pour les agents, les personnels en station, les contrôleurs et aussi la sécurité. Donc il faut y réfléchir fortement. Aujourd'hui, moi je milite surtout pour que déjà on augmente les moyens de transport, notamment pour les travailleurs en horaire décalé, parce que vous avez beaucoup de franciliens qui prennent le bus, les premiers bus aujourd'hui à 5h30 du matin pour revenir travailler sur Paris extrêmement tôt, et on doit aujourd'hui leur donner à eux des moyens de transport plus adéquats et plus rapides. Alors justement, transport toujours, dans vos
proposition pour la qualité de l'air, vous envisagez de rendre automatique la circulation alternée dès l'alerte pollution. Mais c'est une mesure qu'il va falloir expliquer parce que là, ça peut toucher des gens socialement défavorisés, des gens qui ont vraiment besoin de leur voiture. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites? Aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas, c'est que quand vous avez des niveaux de pollution très élevés, donc vous passez au seuil d'alerte, on attend une journée puis une seconde pour décider peut-être de faire la circulation alternée la 3e journée. Et en fait, on ne fait la circulation alternée qu'au moment où il est déjà trop tard. Si on agit de manière automatique, c'est-à-dire qu'on a le réflexe en tant que citoyen que quand on est à tel niveau de pollution, on sait qu'il y a une circulation alternée. Ça permet déjà d'anticiper mieux parce que vous le savez la veille, vous n'attendez pas une décision du gouvernement ou du préfet dans l'après-midi en toute urgence. Et en plus, vous instituez ce réflexe automatique et donc des comportements qui vont être beaucoup plus importants. Par ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est que la circulation alternée, elle se fait de manière assez idiote. Elle se fait sur le numéro pair et impair de votre plaque d'immatriculation. C'est-à-dire que par exemple, tous les véhicules non polluants qui n'impactent pas la pollution, je pense à des véhicules électriques, hybrides, sont autant arrêtés que les autres. Et de la même manière, des véhicules très polluants ont le droit de travailler. Nous, à terme, ce que l'on veut, c'est surtout qu'on puisse faire des distinctions. Le reproche qui est fait avec une telle mesure, c'est que ça privilégie les riches, ceux qui ont les moyens d'acheter les voitures les plus récentes, qui sont les moins polluantes, mais sauf que ce n'est pas au détriment des plus pauvres qui ont les diesels les plus polluants. Sauf que d'une part, ce ne sont pas les plus pauvres qui ont les diesels les plus pollués. Il y a eu des études qui ont montré fortement en Ile-de-France, par exemple, qui ont les diesels, et ce ne sont pas les plus pauvres. Parce que le véhicule diesel est un véhicule qui coûte cher. Je tiens bien à le redire. Et ce qu'on a vu surtout, c'est qu'on doit répondre à des questions particulières, par exemple pour les artisans et les toutes petites entreprises qui, eux, ont des véhicules utilitaires, le plus souvent anciens et en diesel. C'est pour cette raison que moi, j'ai proposé qu'il y ait des aides, notamment de la région, pour aider ces artisans qui représentent un pouvoir économique important dans cette région, puissent changer de véhicule. Parce que c'est un investissement important. Ça ne prend pas du temps. Je vais vous dire, il y a aujourd'hui une aide fiscale au niveau national qui est donné pour l'achat de véhicules moins polluants quand vous changez contre un véhicule très polluant. Il y a des aides de la ville de Paris. Demain, moi, je propose qu'il y ait des aides supplémentaires de la région. À partir de là, quand vous amenez à des entreprises, des toutes petites entreprises, une somme importante, vous allez voir que le déclic d'achat va se faire. Parce que je tiens à le redire, des véhicules utilitaires diesel, ça coûte cher à l'entretien. Ce n'est pas donné. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Le diesel est un véhicule qui est cher à l'entretien, qui était peut-être moins cher à la pompe, mais en même temps qui a beaucoup de coûts induits. Et par ailleurs, la ville de Paris a décidé d'interdire en 2020 tous ces véhicules. D'autres villes sont en train d'y réfléchir. Donc je préfère que tout le monde s'y adapte et qu'on engage le mouvement plutôt que de dire ce n'est pas possible et que d'un seul coup en 2020, des gens se retrouvent en grande difficulté et sans option. Par ailleurs, il faut dire les choses franchement, il y a des endroits, par exemple en Ile-de-France, où vous avez besoin d'une voiture. Dans des zones très éloignées, où il y a très peu de densité de population, donc pas beaucoup de transport. Donc vous aurez toujours besoin de voitures. Mais on peut aussi réfléchir à travailler plus, par exemple, les rabattements vers des gares centrales. On a aujourd'hui dans pas mal d'endroits, dans le Val d'Oise ou en Seine-et-Marne, on réfléchit à avoir par exemple des navettes électriques qui ramènent les gens vers les gares et donc qui n'ont plus obligatoirement à prendre leur véhicule. On doit développer plus de transport. L'alternative à la voiture, elle doit se construire sur la durée, mais on doit aussi arrêter d'avoir tous ces véhicules polluants. Et la dernière chose, parce que vous n'avez pas parlé, c'est surtout la présence des camions. Aujourd'hui, et c'est un débat qu'on a eu souvent ensemble, la suppression de l'écotaxe au niveau français fait que, par exemple, pour l'Île-de-France, on a sur le périphérique parisien énormément de transit de cars et de camions extrêmement polluants qui ne sont là uniquement parce qu'ils veulent éviter deux péages en dehors de l'Île-de-France qui coûtent 30 €. Sauf qu'aujourd'hui, ça a un impact énorme sur le trafic francilien, ça a un impact énorme sur la qualité de l'air, sur notre santé, et pourtant, eux ne contribuent à rien. Donc c'est aussi pour ça que nous avons souhaité mettre en place une écotaxe au niveau régional, parce qu'à un moment, il faut arrêter avec l'impunité pour les pollueurs. C'est quand même fou que nous subissons pendant que d'autres profitent de leur situation de pouvoir là-dessus et nous mettent dans une situation très délicate. Alors vous proposez également un grand plan contre la malbouffe et contre le gaspillage alimentaire. Vous voulez notamment que les cantines proposent uniquement des produits bio ou locaux d'ici 2020. Oui. Mais on a une internaute, Justine, qui s'inquiète puisqu'elle se dit que ça veut dire augmenter le tarif des repas à la cantine. Eh bien non. Et c'est là où justement je pense qu'il faut qu'on en fasse la démonstration. Mais par exemple, le maire du 2e arrondissement à Paris, qui est écologiste, qui a gagné cette mairie en 2001, aujourd'hui,
ces repas dans les cantines sont à 90% bio, pour le même tarif qu'ailleurs, sauf qu'il a tout changé, en effet. Il a changé les marchés, il a changé les portions, et il s'est rendu compte qu'en mettant des produits de meilleure qualité, avec des portions un peu plus petites, on avait moins de gaspillage. Il a changé les fournisseurs. Il a, par exemple, des choses assez simples, c'est que, par exemple, ne plus imprimer les menus de cantine en couleur, mais en noir et blanc, c'est aussi simple que ça, fait qu'il a gagné des centimes qui lui permettent d'acheter du yaourt bio. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de municipalités qui ont réfléchi et qui sont en train de passer totalement au bio. Mais beaucoup de difficultés aussi à trouver des producteurs bio et en même temps locaux. Alors, on a deux choses, c'est qu'on a des difficultés, et comme par exemple, demain en Ile-de-France, à voir toutes les cantines des lycées, c'est 470 lycées, c'est plus de 250 000 jeunes qui sont demi-pensionnaires. Donc, nourrir ces jeunes-là tous les jours en bio, aujourd'hui, en effet, nous n'en sommes pas capables si on regarde uniquement la production en Ile-de-France et la production locale. Par contre, on a des agriculteurs, et j'en ai rencontré beaucoup, qui veulent nous fournir, qui demandent juste dans ce cas-là d'avoir des marchés assez clairs sur la durée, qui les accompagnent dans leur conversion vers le bio et qui leur donnent des cahiers des charges possibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire tout à fait autrement. On a beaucoup d'agriculteurs en dehors de la région Île-de-France qui déjà fournissent en pain, en fruits, et on a une difficulté sur la question de la viande. Mais en même temps, on a vraiment un monde de l'agriculture qui est prêt à répondre à ça. Simplement, il fait des commandes claires des pouvoirs publics, et y compris, par exemple, des régions. Donc, c'est possible. Et c'est vrai que moi, j'en ai assez qu'on se dise on va gagner 2% chaque année. Parce que la réalité, c'est qu'en disant ça, on ne fait jamais les choses. Maintenant, on se donner des objectifs en 5 ans de tout changer. Ça veut dire en effet que, par exemple, on change les marchés dès l'année prochaine. On arrête de se fournir auprès des grandes boîtes de l'agro-industrie qui, en plus, fournit de la nourriture de très mauvaise qualité. Et il suffit d'aller manger une fois dans les cantines, dans les lycées franciliens pour se rendre compte de ce qui est jeté. Et c'est pour ça que monter en qualité permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Alors j'aimerais juste revenir sur une affaire qui a beaucoup ému les internautes la semaine dernière. Il y a une association de défense des animaux qui a montré les conditions dans lesquelles les animaux étaient tués à l'abattoir d'Alès. Donc depuis, cet abattoir a été fermé provisoirement, une enquête a été lancée. Pourtant, il avait fait l'objet d'un contrôle sanitaire en septembre. Donc comment est-ce qu'on peut éviter ces dysfonctionnements à l'avenir ? Alors, cet abattoir à Alès avait fait l'objet d'un contrôle sanitaire, sauf que ces contrôles se font après avoir prévenu l'abattoir. Il faut dire les choses aussi simples que cela, et c'est pour ça que j'ai demandé à Stéphane Le Foll que soient lancées en urgence dans tous les abattoirs de France des inspections générales sans préavis, parce qu'il faut aller, et les vétérinaires doivent rentrer dans ces abattoirs sans avoir à prévenir de leur arrivée. Je pense que c'est essentiel. Et pour qui a regardé la vidéo, moi, je n'ai pas été au bout. Sincèrement, il y a des choses qui sont absolument insoutenables. Et en plus, on voit qu'y compris les personnes dans cet abattoir, ils ont une manière de faire, ça se demandait si même ils ont une formation par rapport à la manière d'abattre ces bêtes. Et ça donne une image, je pense, de ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est-à-dire qu'on ne sait déjà pas vraiment d'où vient cette viande. On a beaucoup de mal sur la traçabilité de la viande, sur sa qualité. C'est quand même un sujet énorme en termes de transparence. Quand on voit comment elle est abattue, on peut s'interroger sur les normes d'hygiène par ailleurs dans cet abattoir et dans d'autres. Donc, c'est assez difficile de savoir quand même qu'est-ce qu'on mange. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Stéphane Le Foll d'agir sur cette question. Vous l'avez rencontré déjà pour formuler cette demande ? Non, je l'ai formulée il y a 2 jours lors d'une interview, et nous avons aussi demandé, y compris par voie de presse, mais aussi par discussion à l'Assemblée nationale, d'agir sur le sujet, et d'autres écologistes l'ont rencontré à ce sujet. La sénatrice UDI de l'Ain, Sylvie Gouache-Avant, propose une commission d'enquête parlementaire. Vous soutenez son initiative ? Je n'ai pas regardé l'ensemble de sa proposition, donc je la regarderai avec attention. Mais moi, tout ce qui permet de faire de la transparence sur ces sujets-là me semble essentiel. Et surtout, de aussi regarder, par exemple, est-ce qu'on a les moyens de faire les contrôles ? Est-ce qu'il y a assez d'agents de l'État qui sont disponibles? Est-ce que les vétérinaires ont les moyens d'action? Parce qu'il faut quand même aussi regarder la réalité des vétérinaires derrière. Est-ce que quand ils rentrent dans les abattoirs, vu qu'ils s'occupent beaucoup surtout de la traçabilité des bêtes, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de regarder aussi comment
comment cela est fait. Ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter avec la cruauté animale. On a eu un débat à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, il y a un an, sur la question du statut de l'animal, qui était la première fois qu'il y avait un débat juridique de cette ampleur et de ce niveau pour vraiment avoir dans la loi des mesures qui disent des choses très importantes sur le fait que les animaux ont aussi droit à une protection juridique. Et la cruauté animale, ce n'est pas acceptable et on ne peut pas le faire sous couvert qu'on a besoin de se nourrir de viande. Par ailleurs, si on pouvait ouvrir dans notre pays le débat sur la place de la viande et notamment le fait de réduire la place de la viande dans notre alimentation, je pense serait une bonne chose et notamment une bonne chose pour le climat. Il nous reste juste quelques minutes pour évoquer la COP21, donc la grande conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre. Donc vous êtes à la tête du Parti écologiste, on vous attend forcément sur le sujet. On a un internaute, Jean-François, qui vous demande concrètement comment vous allez vous impliquer. Alors, on est déjà très impliqués, mais ça ne se voit pas obligatoirement, puisque une partie des représentants de notre parti sont au cœur des négociations du fait de leur fonction d'élus, du fait de leur action par le passé dans un grand nombre d'associations. Donc, nous sommes dans la négociation. Et nous, en tant que parti, nous essayons surtout de faire de la pédagogie, parce que c'est objectivement, c'est difficile d'expliquer, de comprendre quels sont les enjeux de cette conférence sur le climat, comment ça va se passer, y compris l'acronyme COP21, personne ne comprend ce que cela veut dire. Donc, nous essayons de faire de la pédagogie. Nous avons des mobilisations locales où nous expliquons aux passants les enjeux de cette conférence sur le climat. Nous participons à beaucoup de débats. Et puis aussi, moi, mon objectif, c'est de montrer à tout le monde qu'il y a évidemment une négociation entre États, qui va devoir aboutir à des choses contraignantes sur l'action des États, mais qu'aussi en tant que particulier, on agit ou pas pour le climat. On parlait des transports tout à l'heure. À chaque fois qu'on prend des transports en commun, des transports publics, on a une action sur le dérèglement climatique parce que l'on pollue beaucoup moins que si l'on prend un véhicule individuel. Quand on parle de l'alimentation, quand on achète de l'alimentation bio ou même locale, on agit, on réduit notre émission de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que tout repose sur les individus ou que tout repose sur les États. Je veux dire par là qu'il peut y avoir une mobilisation générale et des individus, et des collectivités, et des États pour avoir une évolution de notre comportement. Et évidemment, c'est tout le monde. Et aussi les entreprises, mais c'est tout le monde. Les entreprises dans le comportement, par exemple, de leurs salariés, il y a tout ce qui est lié, par exemple, à la consommation énergétique de chacune des entreprises. Mais il y a par ailleurs les choix que font les entreprises dans leur activité. On l'a vu, par exemple, avec tout le débat que nous avons eu sur des grandes entreprises françaises qui investissaient ou investissent encore sur les activités liées au charbon, notamment le groupe Alstom, alors qu'aujourd'hui, le charbon a un impact en termes de pollution et de dérèglement climatique énorme. Et c'est pour ça qu'on a mené cette bataille. Mais on a aussi d'autres questions sur, par exemple, le combat qu'on a eu avec Intermarché sur la pêche en eau profonde, qui a un enjeu, qui pose aussi des enjeux énormes sur la destruction de notre environnement. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas être associé au pouvoir en ce moment aussi important pour l'avenir de la planète? Est-ce que vous ne seriez pas plus efficace en agissant de l'intérieur? Je ne sais pas si sur la COP, nous serions plus efficaces en étant dans un gouvernement, parce que la réalité, c'est que la COP, ce n'est pas lié au gouvernement. C'est lié à une négociation internationale. Ce qui est certain, c'est que... Impulsé par le gouvernement. La France est quand même le pays hôte. La République. La France est le pays hôte. Excusez-moi, c'est une conférence internationale dans le cadre de l'ONU. J'ai déjà suivi plusieurs COP. La France est en effet le pays hôte et c'est de faire en sorte que les pays avancent. Mais ce n'est pas la France qui tape du poing sur la table. Un grand moment pour vous. Mais c'est un grand moment. Je vais vous dire, c'est un grand moment pour tous les écologistes. Et les COP21, c'est chaque année. Est-ce que ce sera forcément un grand moment? On n'est pas sûr qu'il y ait un accord qui émerge de cette COP. Non, c'est un grand moment parce que ça a lieu en France. Ça nous permet d'avoir une exposition médiatique très forte et donc aussi de dire des choses à la planète. La réalité, c'est que l'année dernière, la conférence était à Lima. Je ne suis même pas certaine que vous ayez un peu suivi ce qui se passait à Lima. C'est aussi le déséquilibre du monde est comme ça, mais le fait que ça ait lieu à Paris nous permet d'avoir un accès et de pouvoir dire des choses, y compris de pouvoir entendre des personnes du Tchad, des personnes de l'Indonésie, de pays qui sont extrêmement touchés par le dérèglement climatique. C'est un enjeu majeur. Des chefs d'État vont entendre des représentants de ces réfugiés climatiques. Et donc pour ça, ça sera un grand moment. Par contre, j'espère que ça sera un très grand moment parce que nous avons un objectif, nous avons beaucoup poussé à cela et c'est pour ça que nous avions, proposé que la France accueille la COP en 2012. Nous avons été à l'origine de cette proposition et alors que Delphine Batho était ministre de l'Environnement.
Nous espérons que par ailleurs, les États vont s'engager. Au moment où je vous parle, il y a une négociation à Bonn actuellement qui essaie justement d'augmenter la contrainte dans l'accord qui sera discuté à Paris. C'est un moment très délicat parce qu'il faut que les États développés, les pays du G20, dont le nôtre, acceptent aussi de contribuer au dérèglement climatique qu'ils ont engendré. Et quand je dis contribuer, ça veut dire verser financièrement, donner de l'argent et aussi accompagner par des technologies. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en cours de développement économique et qui ont besoin de nouvelles technologies que nous avons pour pouvoir avoir un développement économique qui ne soit pas trop nocif pour la planète. Donc il y a un enjeu majeur et moi je vais tout faire pour que ça marche. C'est-à-dire concrètement, il faut que 100 milliards soient dégagés pour les pays émergents. Absolument. Est-ce que vous pensez, oui, par an, actuellement c'est 57. On est à 65 puisqu'il y a eu quelques l'écart est évolutions. encore grand. Est-ce que vous pensez qu'il est réductible? Je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que la réalité, c'est que si ces 100 milliards ne sont pas là, les pays africains bloqueront l'accord. Et ils auront raison de le faire. Les pays africains aujourd'hui subissent de plein fouet le dérèglement climatique que nous avons engendré. Et y compris que nous engendrons parfois dans leur pays. Quand on importe nos véhicules diesel polluants et tout pourris dans les pays africains, nous contribuons malheureusement à la destruction d'une bonne qualité de l'air. Je ne parle même pas des entreprises charbon que nous avons essayé d'exploiter là-bas. Les pays africains souffrent énormément. Les dérèglements, la déstabilisation en Afrique, et je parle y compris de ce qui s'est passé en Syrie, est aussi très lié au dérèglement climatique. Tout le monde oublie de le dire, mais ce qui s'est passé en Syrie avant les premiers soulèvements en Syrie est lié à une très grande sécheresse qui a fait qu'il y a eu un exode rural énorme. Ce qui se passe autour du lac Tchad, c'est des millions de personnes qui se déplacent aujourd'hui. Ce n'est pas 500 000 personnes aux portes de l'Europe. C'est une trentaine de millions de personnes qui se sont déplacées par manque d'eau et de possibilité de se nourrir correctement. Et aujourd'hui, ces pays africains ont raison de dire « Nous sommes prêts nous-mêmes à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais nous voulons être soutenus. » Et la cupidité et l'avarice des pays du G20 ne sera pas acceptable. Donc c'est pour cette raison que les pays du G20 n'ont pas tout à fait le choix. Soit ils augmentent le fonds, ça peut être un fonds financé par les États, mais aussi par les entreprises, par les grands fonds mondiaux, soit on arrive à ces 100 milliards, soit je crains que nous soyons vers un échec. Et moi, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas d'échec, parce que ça serait objectivement un désastre. Merci beaucoup, l'émission touche à sa fin. Merci d'être venu nous voir. Si vous êtes intéressé par la COP21 ou que vous voulez en savoir un petit peu plus, Ouest France sort aujourd'hui donc un hors-série sur le sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, restez connectés.